Merci à vous de vous être levé aussitôt. Merci à notre invité de marque. Je crois que c'est la première fois que nous avons un ancien ministre au Club Delville. C'est un grand honneur de vous recevoir, Monsieur Montebourg. Monsieur le ministre. On dit Monsieur le ministre ? Moi, je suis défroqué. Je suis comme les curés. Bonjour. Est-ce qu'on appelle l'archevêque il n'est plus archevêque. Non, moi, c'est Arnaud. Arnaud, d'accord. On vous appellera Arnaud, alors, Monsieur le ministre. J'ai bien retenu. Avant toute chose, et avant de vous dire 2-3 mots sur l'actualité un peu du cabinet, tout le monde ne nous connaît pas bien dans la salle, donc à chaque fois, peut-être c'est une redite pour ceux qui nous connaissent depuis 10 ans, désolé, mais pour les jeunes récents qui viennent de nous rejoindre, ils ne savent pas forcément, enfin, ils savent ce qu'on fait, mais ils ne savent pas comment on le fait, et ils ne savent pas forcément ce qu'est le Club Delville. Donc je vais laisser la parole à la manageuse du club Delville, la patronne, que je vous demande d'applaudir, Delphine Philippe. Merci Patrick. Alors j'ai ma petite croix pour ne pas bouger par rapport à la caméra, donc je vais essayer de rester immobile, ce qui va être très difficile pour moi. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors merci infiniment d'être si nombreux ce matin. Quel succès! Nous sommes donc vraiment ravis de vous recevoir. Alors, merci Arnaud de nous faire l'honneur de votre présence. Nous sommes conscients de notre privilège. Alors, qu'est-ce que le Club Delville ? Quelques mots. Donc, c'est un club de décideurs, 540 membres, qui sont des personnes représentatives de notre écosystème, des managers de transition, des avocats, des clients. Nous organisons des événements pour le Club Delville, des after-work chaque dernier mardi du mois et des petits déjeuners où nous avons le plaisir de recevoir des têtes d'affiche comme ce matin. Voilà donc en quelques mots. Je passe maintenant la parole à Christophe Carreau, qui est le patron de la BU Industrie, qui va mener cette interview d'une main de maître, comme d'habitude. Mais je vais lui couper la parole tout de suite parce que j'ai plein de trucs à dire avant, moi. Merci Delphine. Merci Delphine. Attendez, je rejoins la croix. Chacun a sa croix, surtout sur un vendredi saint, évidemment. C'est pour ça qu'on reçoit un ange parmi nous. Alors, ce que je voulais vous dire, déjà vous remercier parce qu'on a reçu le prix de la performance financière, c'était jeudi soir dernier. On était hyper heureux, on a fait monter toute l'équipe sur scène. J'en vois qui sourit parce qu'on était 8 sur scène, dont 7 femmes véridiques. Et donc, j'ai dit haut et fort qu'on avait un problème de parité chez Delville, évidemment, en faisant la plaisanterie. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce qu'en fait, on est 60 personnes dans l'entreprise, je reviendrai dessus, et environ une trentaine plutôt du genre masculin et une trentaine du genre féminin. Voilà. Je voulais vous remercier tous parce que suite à... On a fait un petit post LinkedIn, évidemment, qu'on a eu à peu près 450 likes. Qu'on a eu, je ne sais pas combien de commentaires, et donc le truc a été vu 23 ou 24 000 fois. Ce qui est énorme, hein, parce que la dernière fois j'avais essayé de faire un truc, un post comme ça, et qui était pourtant très bien, j'avais eu 2000 vues, vous voyez, donc là j'étais vraiment très fier de moi. Donc merci à tous de votre aide, et d'ailleurs je vous ressolliciterai aujourd'hui pour qu'on essaie de faire le buzz. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous pouvez m'applaudir, mais je pense que ces applaudissements vont également, mon cher Frédéric, à toute l'équipe, parce que c'est vraiment à eux, d'ailleurs, que je dédie ce prix-là. Voilà. Peut-être, il y en a certains d'entre vous qui sont adeptes de la matinale de Radio Classique, et donc qui entendent le message de Delville Management tous les matins, et une chronique sur cabinet de management de transition engagé, j'y reviendrai. Donc une chronique qui est organisée par Fabrice Lundi, bien que cette chronique ait lieu le vendredi. Ok, c'était nul. Il fallait... Oui, il y a un autre journaliste qui s'appelle Jeudi. Alors entre deux journalistes, un qui s'appelle Jeudi, l'autre lundi, et notre chronique le vendredi, c'est vrai qu'on a tendance un peu à se perdre, mais nous, ça a bien lieu le vendredi. Voilà. Alors le vendredi à 7h29. Ouais, merci. Merci, là, dans l'oreillette. Alors,
Pourquoi ce prix? Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un cabinet concurrent qui avait essayé de faire de la pub. Voilà, ça c'est derrière nous parce que nous l'avons chassé. Donc normalement, il ne va plus vous agacer. Vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur ce que disent les clients et autres prospects de Delville Management et comment, pour eux, signifie la responsabilité sociétale des entreprises. En tous les cas, pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, le partage des fruits de la croissance. On est membre de Croissance Plus, on a mis l'actionnariat salarié. J'ai participé au sommet des entreprises de croissance la semaine dernière. Très gentiment, Leaders League m'a donné la parole sur une tribune où j'ai pu expliquer tout le système d'actionnariat salarié qu'on avait mis en place. Et d'ailleurs, j'ai aussi distribué des cartes de visite parce qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui sont très intéressés à mettre ça en place dans leur entreprise. Le deuxième, c'est qu'on participe à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et on les finance d'ailleurs, extérieur et intérieur. Il faut savoir que ne serait-ce que les chaises de Notre-Dame, il y en a quand même pour 1,6 million. Tout le monde ne le sait pas, mais bon, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors ils nous ont pas oubliés pour nous appeler et nous solliciter. Donc ce qu'on a fait avec gentillesse. Et donc je vous dis ça parce que la réouverture de Notre-Dame est prévue au mois de décembre. Et donc une fois que tous les politiques auront fait... Une fois que tous les gens importants auront fait donc, leur show dans Notre-Dame de Paris jusqu'au mois de juin 2025, je ne désespère pas sur le fait qu'on arrive à organiser un événement dans Notre-Dame de Paris, mais sur le deuxième semestre 2025. Donc, quand même, on a financé, ils nous doivent au moins ça. Voilà, bon. Alors, et puis RSE pour nous, parce qu'on a décidé collectivement, donc les 60 dans le cabinet, évidemment lancer un projet RSE, mais ça c'était déjà le cas il y a 3 ans, mais surtout de fresquer, donc de donner la possibilité à tous les managers de transition qui font des missions avec nous de participer à une fresque du climat. Et donc pour ce faire, on a fresqué chez nous une quinzaine de personnes qui ont appris à comment être fresqueurs. Je pense que ça parle à tout le monde, la fresque du climat. Sinon, il faut vraiment se renseigner et vite. Voilà. La fresque, fresquer tous nos managers de transition qui ont démarré des missions. À titre d'information, c'est 235 managers qui ont démarré des missions en 2023. Donc c'est 1 par jour. Le lundi, vous avez un DG, le mardi, un DRH, le mercredi, un DAF, etc. C'est 1 par jour. Ça, c'est la volumétrie qu'on gérait en 2023, avec 20% d'augmentation par rapport à 2022, d'ailleurs, je le dis. Et en 2024, ça devrait être 20-25% d'augmentation par rapport à... Donc c'est près de 300 missions qui vont démarrer cette année. Donc quand on dit fresquer 300 personnes cette année, c'est quand même un message fort qu'on envoie à des gens qui sont dans des positions de directeur des achats dans l'industrie, dans des positions de relocaliser, on va en parler, notamment en France, plutôt que de faire fabriquer en Chine ou à l'autre bout du monde. Voilà. Avec des bateaux, en plus, qui bloquent des ports. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon. Alors, enfin, ce que je voulais dire, 2 choses. La première, c'est que Monsieur le ministre nous fait donc l'énorme gentillesse de venir ici. Nous, on est un peu entre nous et ce club, il est un peu bienveillant. Donc, je vous demanderai évidemment d'éviter de faire des tweets qui pourraient porter préjudice ou voilà. Et bon, ça, je suis sûr que cela n'arrivera pas, mais enfin, ça va encore mieux en le disant. Alors, en revanche, ben, je vous le dirai à la fin. Alors, Christophe Caro, directeur associé du cabinet en charge de l'industrie. Monsieur Montebourg, peut-être avant de lancer les débats, j'avais une question, somme toute, alors c'est une question con, on peut dire une question con, mais quand même qui peut intéresser certains de nos auditeurs. Ce week-end, comme tout week-end pré-Pascal, j'étais donc chez mes parents, je dis à mes parents, on reçoit au Club des Lieux à Arnaud de Montebourg. Mes parents, dont mon père qui est dans la salle d'ailleurs, que je salue, et ma maman, comme on dit dans l'Ouest parisien, ma maman dit ah mais c'est pas Arnaud Montebourg, c'est Arnaud de Montebourg. D'ailleurs, il a retiré sa particule pour être plus à gauche. Comme si être Aristote, c'était forcément être à droite. Bon, alors, est-ce que vous êtes au courant de ça ? Est-ce que c'est remonté à vos oreilles ? Parce que c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, j'avais pas entendu ça depuis 15 ans. Mais effectivement, il y a 15 ans, c'est ce qui se disait. Est-ce que vous êtes au courant ? Et voilà, bon, ça n'appelle pas de... Bon, je vous vais laisse répondre respectueusement. je m'assieds. Répondre respectueusement à votre maman. Voilà.
que mon grand-père Henri Montebourg était boucher charcutier à Autun en Saône-et-Loire, que mon père Michel Montebourg était, il n'est plus de ce monde malheureusement, inspecteur des impôts, gabelou comme on disait dans la famille, et que je suis leur fils légitime, reconnu par l'état civil. Donc moi, je ne suis pas du tout ce que votre maman croit. Ça fait 30 ans que ça dure. Je n'y peux absolument rien. Donc dis qu'à votre maman, elle est victime d'une rumeur infondée que je n'ai pas réussi à combattre. Très bien, c'est très clair. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Christophe, à vous les débats. Merci Patrick. Bonjour Arnaud. Alors c'est dans le RERB en novembre 2023 que nous nous sommes rencontrés. Nous ne nous connaissions pas. Enfin plus précisément, vous ne me connaissiez pas. Mais moi je vous ai vite reconnu. Un ministre de la République dans le RER, ce n'est ni banal ni commun. Je vous ai présenté Delville et son club en 30 secondes. Vous m'avez dit pourquoi pas. Vous êtes là aujourd'hui parmi nous, c'est très sympa et je vous remercie sincèrement. Alors, Arnaud Montebourg, tout le monde vous connaît, avocat de formation. Vous êtes diplômé de l'INSEAD aussi, je crois que c'est un diplôme qui vous tient à cœur d'avoir fait cette belle business school française. Donc vous avez été réélu pendant 15 ans député de la Saône-et-Loire, votre département natal. En 2012, vous êtes nommé ministre du redressement productif sous François Hollande. En 2014, ministre de l'économie, du numérique et du redressement productif. Et maintenant, vous êtes entrepreneur à la tête des équipes du Made in France. Mais pour moi, ce qui vous caractérise le plus, c'est que vous êtes un homme pleinement engagé pour vos idées. Bon, le titre de votre livre, c'est l'engagement, donc je ne suis pas allé chercher très, très loin. Mais plus que ça, pour moi, vous êtes un véritable combattant. La flamme de la résistance industrielle brûle en vous. D'ailleurs, n'aviez-vous pas baptisé votre garde rapprochée à Bercy des Mohicans et des hussards, des guerriers et des soldats au service de la République et de l'industrie? Dans votre ouvrage, l'engagement, vous comparez aussi au général Romain Cincinnatus, qui quitta le pouvoir pour retourner à ses charrues et à ses champs. Mais en fait, c'est plutôt en capitaine d'industrie que l'on vous voit maintenant aujourd'hui. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à tout ce parcours ? Écoutez, merci de ce résumé fulgurant. Je dirais que la cohérence, le fil rouge de tout ce que vous avez décrit, c'est évidemment, et c'est l'enfant que j'ai été, de la France rurale, que j'ai vu s'écrouler économiquement dans la dignité et le silence, qui pour moi est la suprême humiliation de ce qu'on a connu de ce pays, entre le gaullisme et aujourd'hui. Pour moi, j'ai vécu ça dans ma chair, dans ma vie, dans ma famille. D'ailleurs, j'habite en Saône-et-Loire. Je suis toujours dans la maison que j'ai occupée pendant des années où j'étais élu. Je ne le suis plus, mais... Alors, on vient me voir, on vient prendre... C'est la pitié de Saône-et-Loire. On vient prendre l'oracle. Je leur dis, écoutez, je ne peux rien faire, mais voilà mon avis. Et en fait, cet enracinement, et pour moi, a été d'abord ma force, et en même temps, j'ai ressenti l'humiliation pour la France. Et donc, je me bats contre cette humiliation. Donc, je me bats comme je peux. Je l'ai fait dans mon engagement politique avec plus ou moins de succès. On ne peut pas dire que j'ai remporté de grandes victoires. J'ai connu de belles défaites aussi. On va en parler. Mais je le fais maintenant dans l'action entrepreneuriale parce que, comme chacun d'entre nous, la France appartient à ceux qui la font, c'est-à-dire à chacune de ses composantes. Et nous avons tous une parcelle de pouvoir d'agir, différente selon ce que nous sommes, notre histoire, notre géographie, notre position sociale, économique. Il est évident qu'un patron du CAC 40 a plus de pouvoir que le petit président des équipes du Made in France que je suis devenu. Mais nous avons le pouvoir d'agir là où nous sommes, avec une vision qu'on peut partager, qui est en gros le patriotisme économique, la reconstruction d'un pays qui est un projet de société,
En fait, il faut qu'on se remette au travail tous ensemble. Et le partage des fruits de cet effort national. Voilà. Donc c'est ça, moi, qui me fait vivre. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est tout ce que je fais, en fait. Mais c'est ce que tout le monde fait, en fait. Il y a vous le faites, vous. Tout le monde le fait. Donc vous dites, wow, formidable. Bah, non, disons qu'on a tous une part de responsabilité par rapport à notre pays. Et il faut, je crois, après tout ce qu'il nous a donné, moi je le remercie, moi je suis un enfant de l'école républicaine, dans ma famille, j'ai connu, dans notre famille, en tout cas il y a eu les remues, les sensations de la guerre. Moi mon père m'a raconté son enfance pendant la guerre, l'occupation, les privations, après il y a eu la guerre d'Algérie. Moi j'ai une partie de ma famille qui est venu d'Algérie. Donc évidemment, dans la famille, ça a été une fracture. Donc tout ça, si vous voulez, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Donc il faut s'accrocher à son pays et le défendre. Alors justement, Arnaud, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur vos faits d'armes. Dans ces années post-Lehman Brothers, alors il y a eu des batailles terribles pour les entreprises industrielles. La première chose que vous avez fait quand vous êtes arrivé à Bercy, vous avez déployé sur toute la France des commissaires au redressement productif qui existent toujours à l'heure actuelle. Ils ne sont peut-être pas managés comme ils l'étaient à l'époque. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez pris cette décision? Comment vous avez voulu finalement adresser tous ces problèmes dans la France rurale, les entreprises, les petites entreprises dans nos régions? Alors, on avait à l'époque connu la grande récession de 2008. Donc vous avez un affaissement. Les Allemands ont fait une chose très intelligente, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont utilisé massivement le chômage technique en 2008-2009. Ils ont payé les gens à rien faire, à repeindre les usines, alors qu'il n'y avait plus de carnet de commandes. Bon, nous, on fermait. Bon, bah, la conséquence, c'est que vous regardez toutes les courbes de PIB industriel 2008-2009, vous avez un paf, vous avez une marche comme ça. On s'est affaissé. Les Allemands, ils ont eu un petit... Ils sont maintenus. Ils ont maintenu leur appareil industriel, leur outil productif. Donc, alors, évidemment, nous, on est arrivé en 2012. On n'est pas arrivé en 2008. Donc, si vous voulez, Sarkozy, il a fait le discours de Toulon, mais il n'a pas fait la politique de Merkel, ce qu'il aurait dû faire. Finalement, c'est Macron qui l'a fait, tirant les leçons de notre échec 2008 dans le quoi qu'il en coûte et le chômage technique, dans la chute du Covid, mais bon, là, on ne pouvait pas se permettre un deuxième coup en arrière. Donc c'était très bien, mais c'était en 2008-2009 qu'il fallait le faire. Alors est arrivé ce qu'on a appelé chez les macroéconomistes le double dip. C'est-à-dire il y a le premier trou et le deuxième qui arrivait, puisque toute la politique de l'Union européenne consistait à rétablir tout de suite les dépenses publiques, enfin les comptes publics, ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Et donc ils ont aggraver le niveau d'activité économique, donc on recommençait à descendre. Donc on avait des niveaux de faillite qui étaient très élevés. Alors, si vous voulez, il y a deux attitudes par rapport à ce que j'appelle les entreprises en difficulté. Vous avez le sentiment habituel de la presse économique, ce que j'appelle la pensée libérale, la vulgate libérale mainstream. Une entreprise qui meurt, c'est normal parce qu'elle est mal gérée. Ce qui, pour moi, n'est absolument pas le cas. Vous avez des entreprises qui, effectivement, sont mal gérées, puis vous avez des entreprises qui sont victimes de la situation économique. Et donc, la responsabilité d'une société, d'une nation, c'est de défendre ses outils industriels, de les préserver en attendant que ça reparte, puisque ce ne sont pas des mesures de mauvaise gestion et d'élimination de mauvais entrepreneurs. Donc, cette vision-là, qui était macroéconomique, c'est de dire, bon ben voilà, vous avez les grandes boîtes qui se cassent la gueule, mais surtout, vous en avez partout dont on ne s'occupe jamais, qui passent en dessous du radar, ne sont même pas au Syrie, tout le monde s'en fout. Mais là-dedans, vous avez des pépites, des boîtes de 50, des boîtes de 200, des boîtes dans la défense, dans le nucléaire, dans le textile, on ne peut pas les perdre. Et là-dedans, vous avez des boîtes qui n'ont aucune raison de ne pas repartir quand la conjoncture s'améliorera. Donc notre analyse, c'était de dire, il faut s'occuper de ces boîtes. Et donc, comme on fait, moi je ne pouvais pas le faire de façon centralisée, donc j'ai pris des gars, dans toutes les régions, je les ai nommés, alors je les ai pris dans les sous-préfectures, il y avait des gars qui aimaient ça, dans les DRIR. Alors, c'était souvent des ingénieurs des mines dans les DRIR
qui d'ailleurs se tournaient les pouces à faire des notes. Bon, c'est des gars, on se demandait ce qui... Non, mais c'est vrai, on se demandait... ils s'occupaient de... Généralement, ils étaient dans les dréals, emmerdés déjà à l'époque, c'était il y a 10 ans quand même, mais ça avait déjà commencé, à aller écouter pour savoir si le Triton à queue noire n'allait pas faire 500 mètres de trop, et si le Milan Royal avait toujours sa piste d'atterrissage, bien qu'on allait construire le supermarché, enfin des conneries comme ça. Bon. Alors ça, les gars, évidemment, quand je leur ai dit, je les ai recrutés grâce au Corps des Mines. Le Corps des Mines, c'était ma garde rapprochée, la garde prétorienne de l'industrie française, qui restait, il ne reste pas grand-chose, mais enfin, on a fait ça. Et j'ai dit, voilà, les gars, vous allez vous occuper vous prenez tous les dossiers. Je veux des préservations d'outils industriels partout. Donc, vous allez faire des mini-scieries dans les préfectures. Je les ai convoqués, je leur ai dit, voilà. Donc, c'est simple, tout le monde prend sa paume. Les banquiers, ils se font rincer. Les actionnaires, tant pis pour eux. Les managers, ils vont chercher du boulot. Et la CGT, elle coupe en deux son plan social. Donc, elle ne veut pas qu'on licencie 300 personnes. On en licenciera ce qu'il faut pour que ça reparte. Mais je veux garder les entreprises. Alors ça a marché. Donc, j'avais des gars formidables. J'ai un type, je me souviens, en Alsace, un gars qui s'est démené. Alors, parfois, on avait des sujets infernaux. Vous aviez la justice commerciale qui faisait des chiennes. Donc, une fois, je suis même allé sur place pour obliger, parce qu'on n'avait pas le droit de donner des instructions au procureur. Donc, quand on arrivait dans le tribunal, qui allait donner la position du gouvernement? J'ai dit à ma collègue émérite, Madame Taubira, qui était garde des Sceaux, je lui ai dit, Christiane, tes procureurs, à quoi ils servent? Ils donnent le point de vue de la société, mais la société, on s'en fout, ce qui compte, c'est le gouvernement. Il dit, ah non, on ne peut pas donner des instructions au procureur, c'est une ingérence, c'est n'importe quoi. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais envoyer mes commissaires en redressement productif dans les audiences quand il y a un administrateur judiciaire qui fait des conneries. Pour le tabasser, c'est tout, parce que moi, je veux une solution, je ne veux pas qu'on liquide. Donc, elle me dit, t'exagères quand même. Je dis, non, j'exagère pas, c'est la France qui est en cause, l'industrie, l'économie. C'est ce qui permettra de payer tes juges quand tu voudras en embaucher. Alors là, elle m'a dit, bon, ok, d'accord. Vous voyez, ça se passe comme ça. Bon, je ne l'ai pas raconté dans le livre, parce que j'aurais pu faire 2 tomes. Hein, bon. Elle dit, d'accord, alors on va faire comme ça. On va donner le droit au commissaire au redressement productif de lire une lettre, mais je ne veux pas que ce soit le commissaire qui écrive la lettre, ça doit être le ministre, parce que c'est solennel, il dit « Ah, tu veux que je fasse des lettres à envoyer dans les... » D'accord. Alors, je veux que ce soit le président qui la lise. Donc le commissaire... Alors j'avais des commissaires de redressement productif qui amenaient des lettres au président du tribunal, ils disaient « Nous avons reçu une lettre du ministère de l'Industrie qui dit ceci. » Le procureur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne va pas se lever en disant « Je requiers contre la position du ministre. » Non, bon, enfin, complètement stupide. Mais enfin, on a réussi comme ça. Une fois, parfois j'y allais, moi-même, avec toute l'armada, le préfet, les motards et tout, pour casser la gueule aux dealers, qui était l'administrateur judiciaire ou le liquidateur qui voulait liquider, et faire pression sur le tribunal pour qu'ils arrêtent leur massacre. Et on a gagné comme ça, on a eu des succès. On a sauvé des usines textiles extraordinaires, des machines qui allaient partir en Chine, y a un exemple en Roumanie. Bon, voilà. Donc, c'était un boulot. On a constitué une administration de combat. Et je me souviens, comment il s'appelait Jacques, je ne sais plus comment, un type formidable, dans l'Alsace. Et je leur disais, si vous ne prenez pas de risques, vous ouvrez le parapluie, je vous vire. Si vous prenez des risques et que vous échouez, c'est pas grave. Et il se pourrait même, je vous file la Légion d'honneur. Ce que j'ai fait. J'en ai distingué quelques-uns, ils avaient eu des faits d'armes. Voilà, j'ai fait ça. Bon, ça a permis, j'ai donné les chiffres dans le bouquin, il y a eu 1650 dossiers qui ont été regardés par le ministère, par l'intermédiaire de ce système-là. Alors, il y avait un système central, il y avait le CIRI pour les grosses boîtes, il y avait le cabinet qui reprenait de temps en temps, il y avait eux-mêmes, les préfets m'appelaient quand ils étaient dépourvus, parce que le commissaire au redressement, il était régional, donc il y avait des préfets de département, ils avaient une boîte d'outillage qui se cassait la gueule au fond des bois, ils me disaient, ils envoyaient une note, tout de suite on répondait. Bon, on s'est mis en position de se battre. Alors le résultat, il y a eu 400 000 emplois menacés dans tous ces dossiers. On en a sauvé 40 000. Alors l'emploi, pour moi, ce n'est pas le critère. Quand je dis 400 000 menacés, c'est-à-dire qu'on en a sauvé, sur tous ceux qui allaient tomber, on en a sauvé 20%.
Bon. Mais c'est pas pour moi le critère. Le critère, c'est que c'est des boîtes qui sont là. Donc maintenant, quand je me trimballe dans les provinces, les régions, les départements, il y a toujours un gars qui me prend dire, c'est dans le train, un peu comme vous, dans le RER ou dans l'aéroport du coin, ou dans une visite des clubs de business ou de je sais pas quoi, les Rotary Club, enfin je sais pas trop. Et les gars me disent, ah, vous avez sauvé ma boîte il y a 10 ans. Ah, bah, excusez-moi, je m'en souvenais pas, mais comment ça s'est passé? Ils me racontent l'histoire. Je dis, ah oui, je reconnais bien là le commissaire. Voilà. Donc, et de temps en temps, je croise un commissaire de redressement productif avec la larme à l'œil qui me dit qu'est-ce que c'était bien à cette époque. Bon, ben, je lui dis il faut continuer. Alors voilà, ben, on peut le faire. Nous tous, on n'a pas besoin on n'a pas toujours besoin de gouvernement. Parfois, c'est indispensable, hein, donc il faut le secouer. Mais on peut nous aussi faire. Alors justement, je voudrais parler de. C'est moi d'avoir été un peu long. Non, ouais, non, mais 3 exemples, mais pour qu'on comprenne bien les combats que vous avez menés, avec l'intensité avec lesquelles vous avez mené. Premier exemple, une victoire, PSA. PSA est en quasi-faillite, et là, vous intervenez. Vous pouvez rapidement raconter ce que vous avez... Écoutez, c'est très simple. J'arrive en mai 2012. Premier, les dossiers arrivent. Hein, bon. Et là, Peugeot, Citroën, moins 12 milliards. La banque captive qui sert à accorder le crédit aux consommateurs de véhicules, donc chaque constructeur a une banque captive, était en faillite, donc ils pouvaient plus octroyer de crédit à leurs clients en leasing, vous imaginez. Et donc on a fait quoi? On a dit la famille Peugeot avait 37%. En fait, la famille Peugeot n'avait pas voulu faire ce que Louis, comment s'appelle-t-il, le patron de Renault, Schweitzer, et Carlos Ghosn avaient eu l'intelligence de faire avec Renault en internationalisant la boîte. Vous ne pouvez pas avoir un constructeur automobile dans le monde actuel qui n'a pas des alliés mondiaux. Donc la famille Peugeot, ils ne voulaient pas se diluer en fait. Ils avaient une énorme boîte qui appartenaient encore à leur famille. Donc c'était très dur pour eux de dire on va faire un accord capitalistique avec BMW, avec Mitsubishi. Alors ils faisaient des accords commerciaux qui sautaient au bout de 3 ans, 4 ans. Donc en fait, ils étaient tout seuls. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la Commission européenne, on leur a dit il nous faut une garantie de 7 milliards sur la banque captive. 7 milliards, excusez du peu. Mais on va sauver la banque captive. Mais moi j'ai dit à la famille Peugeot, écoutez les gars, vous avez échoué. On va vous sortir. Donc nous, on va faire une augmentation de capital, on vous sort. Donc on n'a pas nationalisé par la loi. On a fait une augmentation de capital, de toute façon ils étaient en faillite. Donc on fait une augmentation de capital, mais on va aller chercher les Chinois capitalistiques pour faire une alliance, parce que c'est votre premier marché, et vous avez réussi quelque chose en Chine. Renault n'était pas en Chine, Nissan n'était pas en Chine, mais Peugeot est en Chine, Citroën. Donc les Chinois, ça m'a intéressé. Je suis allé donc... au Palais du Peuple à Pékin là, pour négocier avec ces dingues. C'est des dingues. Non, mais si vous voulez faire des affaires avec les Chinois, surtout pas. Japonais, oui. Dis jamais non, même si ça veut dire non. Mais les Chinois, c'est toujours oui, mais ça veut dire non. Et quand on a signé, on recommence à négocier. Bon, vous voyez, c'est comme les Anglais, hein, c'est ce qu'il y a de pire. Bon. Donc surtout, les Anglais, les Chinois, jamais. Je vous le dis, je l'ai fait. Donc, les Anglo-Chinois, c'est encore plus. Ils ont très mauvaise réputation, mais il y a quelques exceptions. Elles sont peut-être là. Alors, on a fait l'accord avec Dongfeng, qui est le système automobile chinois, et l'État, on a dilué la famille Peugeot. Donc ils avaient 37, ils sont retrouvés à 14. L'État a pris 14, les Chinois ont pris 14, et on a j'ai nommé Louis Gallois, président du conseil d'administration. Ça leur faisait drôle, parce que c'était la famille Peugeot qui avait le conseil d'administration. Donc on les a sortis, on a nationalisé partiellement Peugeot, parce que l'État a mis 880 millions, je crois, de mémoire, je ne me souviens plus des chiffres. Et c'est Louis Gallois qui un jour me dit, on va nommer Tavares. Je lui dis, très bien. Je le connais, il était chez Renault, il venait me voir quand Ghosn avait autre chose à faire, il venait me voir, pendant qu'il se mariait à Versailles, il m'envoyait Tavares. Alors, et là, et Tavares, c'était l'homme, le maniaque qui connaissait tout.
le concessionnaire, le réparateur, le garagiste, l'équipementier, le sous-traitant. Il savait tout, les plateformes, les châssis. Un maniaque, un type génial, franchement. Enfin, moi, je l'avais apprécié de cette manière. Et alors, donc, on a nationalisé partiellement Peugeot. On a dilué la famille Peugeot, fait rentrer les Chinois. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tavares a rétabli les comptes. 2, c'était son retour, donc il a fait ça en 2 ans et demi, 3 ans. Hein, c'était 2 ans et demi, c'était très dur, mais il l'a fait. 2, il a racheté Opel, qui était en quenouille. Donc il est entré en Allemagne et en Angleterre avec Vauxhall, c'est la même boîte. Et puis après, ils ont fait l'accord Chrysler, Fiat. C'est-à-dire l'accord que Marchion, avant sa mort, avait fait avec les Américains pour entrer sur le marché des États-Unis. Et bien donc, ils ont fait le numéro 4 mondial. Et qui l'a fait? Ben, c'est l'État. Voilà. Donc l'État, parfois, c'est bien. Parfois, ça ne marche pas, mais parfois, ça marche. Donc voilà, c'est un exemple de nationalisation douce, mais qui a permis de sauver une industrie automobile qui était en grave difficulté. Bon, les Américains ont fait ça hein, avec toute leur industrie automobile 4 ans avant. Mais nous, c'était arrivé 4 ans après. Donc ça, c'est un point très, très important pour dire qu'en plus, l'État a gagné de l'argent, puisque ensuite, quand l'agence des participations de l'État a vendu à la BPI, ils ont pris un profit, on a fait 1,5 milliard, on a dû gagner. Les contribuables ont gagné 500 millions dans cette affaire. Merci. Merci pour nous. Non, mais c'est sûr qu'il ne faut pas écrire des livres à Bercy. Il faut nationaliser les boîtes. C'est un peu différent. Ouais. Pour gagner de l'argent, c'est ce que je veux dire. Alors parfois, ça ne se passe pas toujours aussi bien, mais quand même 2 dossiers où ça aurait pu se passer bien. ArcelorMittal, le Haut-Fourneau de Florange, 650 emplois concernés. Vous remuez ciel et terre pour éviter la fermeture. Vous souhaitez nationaliser. Vous avez même trouvé un repreneur. Vous avez trouvé les fonds. Et pourtant, ça ne se fait pas. Bon, en fait, c'est une histoire assez simple. Vous avez un candidat à la présidentielle qui est talonné par Mélenchon, qui s'appelle Hollande François, de son prénom, qui est talonné par Mélenchon Jean-Luc, de son prénom. Donc il invente en une semaine 3 thèmes de campagne. Les 75% d'imposition, genre je suis le nouveau Roosevelt, d'accord ? 2, il va à Florange sur la camionnette des syndicalistes pour dire « je nationaliserai ». Pas comme Sarkozy. Je ne ferai pas comme Sarkozy. Voilà. Puis la 3e, c'était... La finance, non ? La finance, elle ne présente pas sa candidature, mais elle gouverne. Voilà. Ça, c'était en une semaine au mois de février 2012, avant l'élection du mois de mai. Donc évidemment, j'arrive à Bercy. Qui tape à la porte? Les syndicalistes qui étaient sur la camionnette 3 mois plus tôt avec M. Hollande François de son prénom. Ils me disent « Alors on y va ?» Je dis « oui, ça a été dit, on le fait. » Donc je me mets en chasse de trouver, puisque ArcelorMittal, on a vendu à Arcelor notre acier. Nous étions le leader mondial de l'acier. C'est comme Péchinet. On était leader mondial de l'aluminium. Tout ça, ça a été vendu. Ça, c'est pas Hollande, c'est Chirac. C'est pas mieux. Voilà. Mais ArcelorMittal, on a perdu le contrôle parce qu'il y a une OPA hostile par un anglo-indien et un consortium familial impénétrable et qu'on ne les a pas bloqués. On aurait pu les bloquer. Voilà. Il y en a un qui le regrette beaucoup, c'est Thierry Breton, qui était ministre à l'époque, qui dit j'étais pas autorisé à me battre, Villepin a essayé, mais il n'a pas osé. Enfin bon. Donc en fait, moi j'avais tiré les leçons de ça. Je dis oui, donc de toute façon, tous les pays européens, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, même l'Algérie, la Roumanie, se font mener par le bout du nez par Lakshmi Mittal. Donc maintenant, ça suffit. Voilà. Pourquoi ? Parce que lui, il investit dans les mines et le minerai. Donc, il fait migrer, pour augmenter sa rentabilité, de sa boîte qui est une boîte avec intégration verticale, minerai, mine et transformation de l'acier. Donc lui, il veut diminuer les charges fixes sur la transformation pour investir dans les mines qui rapportent beaucoup plus. Donc son système, à lui, c'est tout fermer. Plus il en ferme, mieux c'est. Mais à chaque fois,
il a les gouvernements, les syndicats, et évidemment, ça commençait à monter très fort dans l'Union européenne contre lui. Donc, moi j'ai dit, monsieur Mittal, vous savez ce que le président de la République a dit sur la camionnette à Florange, eh bien, c'est ça le résultat. Donc continuez, on vous bloquera. Bon. Alors moi j'ai mis en œuvre les engagements du président de la République qui avait été élu et qui m'a nommé. J'ai fait ça. Alors évidemment ça ne se faisait pas comme ça, parce que c'est quoi une filière liquide par rapport à la filière froide, comme on dit, hein. La filière liquide, c'est, vous travaillez l'acier à chaud qui sort des hauts fourneaux. Il nous en reste deux, hein. Il reste Dunkerque, Fos, et il restait Florange, qui est sur le territoire de Hayange, en vérité. Parce que c'est un tellement long train de laminoir qu'en fait, il est à cheval sur 2 communes de la Moselle. Et évidemment, je leur ai dit, il est hors de question qu'on ferme ce haut fourneau. La Lorraine a déjà suffisamment payé. Donc maintenant, on laisse ouvert et vous démerdez. Les brames, vous les ferez pas venir par train d'ailleurs. Ils seront fabriqués en Lorraine. Et c'est comme ça. Alors évidemment, le bras de fer a commencé, c'est étrange, je raconte cette histoire. Moi j'avais un sujet, c'est que je savais que mes chefs avaient peur de mettre en œuvre les promesses. Mais tout le monde était d'accord. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Il n'y avait que 2 personnes qui n'étaient pas d'accord. C'était Hollande et Ayrault, le Premier ministre. Mais tous les autres, même le gouvernement, j'avais tous mes collègues, disaient, oui, on y va, tout le monde, les parlementaires, on y va. Là. Alors j'avais Guénaud, Bayrou, Borloo, Breton même, qui avait pris position dans les Échos. J'avais fait le consensus politique dans le pays autour du truc. C'est quand même rare. Bon. Mais j'avais 2 personnes qui résistaient, c'était Hollande et Ayrault. Parce qu'en fait, ils font des promesses, mais ils veulent pas les tenir. C'est tout. Je sais pas pourquoi, vous leur demanderez. Je sais pas pourquoi, moi. J'ai jamais compris pourquoi ils voulaient pas. Ça ne coûtait absolument rien. Enfin, ça coûtait pas grand-chose. Et ça rapporterait beaucoup à la France. Et alors, il y avait un gars au milieu de ces deux-là qui était le conseiller du président, un certain Macron, prénom Emmanuel, qui jouait un rôle tout à fait intéressant, parce que Macron avait été nommé là pour me bordurer. En fait, c'était mon Sherpa à l'Élysée à l'époque, mais pour moi, c'était l'employé. C'était le gars, c'est l'employé du prince. Donc moi, ce que dit l'employé, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le patron. C'est normal. Hein, mieux vaut parler à Dieu qu'à ses saints, si j'ose dire. Alors, toute cette histoire a été une scène de genre où la lâcheté l'a emporté. Je pense que le courage aurait pu l'emporter si tout le monde avait pris son courage à 2 mains. Alors je ne peux pas vous raconter les détails parce que c'est un peu long, mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais trouvé un repreneur. Oui. J'ai demandé à 15 ambassadeurs dans le monde, nos ambassadeurs, d'aller chercher des repreneurs au Japon, en Corée, en Russie, on était très bien avec les Russes à l'époque, etc., au Brésil, pour nous trouver un repreneur de ce haut fourneau. On a trouvé un Belge, qui d'ailleurs était lui-même français dans sa jeunesse, c'était Bernard Serin, le patron de CMI, il pèse quand même 1 milliard, et il a dit, moi, j'ai joué dans la cour de Florange, ce haut fourneau, je veux le garder. Et je peux le faire parce que moi, je vends de l'acier dans mes industries. Donc il avait décidé de faire le truc. J'ai mobilisé tous les fonds d'investissement, donc je me souviendrai toujours de... Euraseo, à l'époque, était dirigé par Patrick Sayer. Il avait dit une chose, je les avais réunis à Bercy autour de moi, il y avait Dominique Sénéquier, etc. Il avait dit, alors ce qui est intéressant, c'était les 2 Vindel qui étaient venus. Il avait dit, monsieur le ministre, nous sommes fait déjà nationaliser, on sait ce que c'est, et on trouve que c'est très bien. C'est très, très drôle. Après, je ne raconte pas ça en livre, parce que là, il faudrait faire un 3e tome. Après, Patrick Sayer m'a dit, d'ailleurs, on est restés amis depuis, il a dit, monsieur le ministre, vous défendez la France, nous serons à vos côtés. Ça s'appelle la finance patriotique. Voilà. Et Ardian a dit, mes collègues et nous serons du côté de cette affaire. Donc c'est pour vous dire que j'avais tout le monde. Donc il y avait 2 gars qui nous ont plantés. Le président, le Premier ministre. C'est vrai qu'en lisant votre bouquin, je me disais qu'avec des amis comme ça à l'Élysée, à Matignon, vous n'aviez pas besoin d'ennemis.
on n'y reviendra pas, je ne suis pas venu parler non, politique. non. Voilà. Alors, bon, on va... mais Alstom, c'est le même tonneau. Ah bah voilà, justement. C'est le même tonneau. Non mais justement, Alstom. Donc je résume la situation. Patrick Cron, PDG d'Alstom, vous dissimule qu'il est en train de vendre la branche énergie d'Alstom à General Electric aux US. Alstom Energy, en fait, possède un actif stratégique. Il fabrique les turbines RL, qui sont des Arabelle, oui, qui sont les éléments essentiels des réacteurs. C'est la fabrique de la vapeur à la sortie des gros mastodontes nucléaires. C'est un bijou technologique. Unique au monde. On le vend à toutes les centrales du monde. Aux Japonais, aux Russes. Tous les Russes nous achètent nos turbines. Évidemment, c'est nous qui nous avions les brevets. Ça appartenait à Alstom. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, Cron, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains ? Les Américains, ils ont espionné, c'est ce que révèle Snowden. 75 millions de conversations de Français. Donc, probablement une partie des vôtres, les miennes certainement, les mails, des millions de mails. Et ils ont décidé de faire la chasse à la corruption dans le monde avec un droit extraterritorial dans lequel ils n'ont aucun préjudice. Il n'y a pas d'entreprises américaines qui sont victimes, dans lequel les États-Unis ne subissent aucun préjudice, mais donc ils sont les gendarmes éthiques du reste du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. L'hypocrisie étant marquée faux cul. Vous voyez, c'est marqué sur le front du président de l'époque, Barack Obama. Oui, non, mais cette affaire est très grave. Donc les Américains, ils avaient la NSA pour lutter contre le terrorisme. Et puis, ils avaient le DOJ, Department of Justice, qui a le droit extraterritorial depuis 30 ans. La NSA est arrivée et ils ont découvert, ils s'ennuyaient à la NSA parce qu'il n'y a pas assez de terroristes certainement pour les occuper, donc ils se sont dit on va faire avec les informations qu'on recueille sur les mails qu'on espionne des grandes boîtes et de tous les gouvernements du monde, on va brancher la NSA sur le DOJ, ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait Siemens, la BNP, ils nous ont nettoyés. La BNP, on a eu 9 milliards d'amendes. Siemens, 1 milliard d'amendes. Et ils ont fait Alstom. Ils ont trouvé une histoire de chaudière vendue en Indonésie 10 ans avant prescrit, où ils ont trouvé un gars qui avait certainement signé un truc en disant pas très clair, j'en sais rien, peu importe. Et le gars, ils l'ont foutu en tôle à JFK, Kennedy, à l'aéroport. Il s'appelait un certain Frédéric Pierucci. Qui devait être là aujourd'hui. Un héros français. Qui devait être là aujourd'hui, oui. Écoutez-moi bien, un héros français. Oui. Membre du club d'Elvin. Il est très bien, votre club. Mais on n'a pas Patrick Cron, hein, rassurez-vous. M'énervez pas en prononçant tous ces patronymes. Donc, en fait, ils ont pris en otage Pierucci. Ils lui ont dit est-ce que vous acceptez de collaborer, de porter des micros, on vous renvoie dans votre entreprise et vous faites parler tout le monde. Et après, il a dit je ne ferai jamais ça contre mon pays. Écoutez bien ça. Chapeau, le gars. Il n'a pas cédé. Il a fait 2 ans de tôle avec les gars de Guantanamo en orange et des chaînes aux pieds et aux mains. Hein. Donc attention. Et le gars, évidemment, il a eu la déclaration du procureur, le prosecutor à Manhattan, qui lui a dit nous voulons avoir Cron. Donnez-le nous. Il a dit écoutez, voilà les informations. Donc à un moment, chez Alstom, ils ont envoyé une note en disant vous ne pouvez plus voyager aux États-Unis. Et c'est l'entourage de Cron. Tout ça, c'est le COMEX. Hein. C'était monté au COMEX. C'est pas N-18. Hein. C'est N. Et ils ont lâché Pierucci. Ils n'ont pas fait que ça. Non seulement ils ont lâché Pierucci, ils ont coupé les ponts, ils ont cessé de payer les avocats, il s'est retrouvé tout seul avec sa pauvre femme qui était terrorisée au téléphone. Nous, on a essayé de la joindre. Parce que moi, je ne pouvais pas parler à Pierucci. Moi, j'ai lu les journaux, parce que, évidemment, l'intelligence économique, ça marche en France comme le garage ou la boucherie sans eau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais eu l'information qu'on avait une affaire comme celle-là, qui a servi de chantage au rachat d'Alstom. Donc, Cron s'est dit, comment je fais pour m'en sortir ? Là, vous avez toute la machine américaine. Donc, le patron Jeff Immelt, le patron de General Electric, son frère est un des patrons du DOJ. Donc, ça tourne bien, les réunions de famille entre eux. Ils se sont dit, tiens, tu devrais t'occuper de racheter parce que là, on va les avoir à la ramasse. Voilà, ça marche comme ça. Eux, ils travaillent ensemble.
Ben, nous, on se bagarre, voilà, très bien. Donc, on s'est retrouvé avec Cron, qui est allé nous vendre en loose day pour sauver sa peau. Moi, j'aurais été Cron, je suis poursuivi par le Doge. Je dis, je vais voir mon président de la République ou mon ministre de l'économie, je lui dis, monsieur le ministre, monsieur le président, il y a une affaire très grave, je mets en cause l'intégrité de mon entreprise, ils veulent nous attraire, je me mets sous votre protection, je démissionne, je rends mon mandat, et vous protégez Alstom, nationalisez-la, et d'autant que Sarkozy, très bien, l'avait fait. Bon, alors, vous voyez bien que c'était tout à fait dans l'ordre des possibles. Bouygues voulait sortir, donc il s'est servi de Bouygues pour sortir et vendre aux Américains. Et les Américains, ils sont venus me voir, ils ont été fair play. Madame Clara Guémard, qui travaillait pour General Electric, est venue me voir. J'étais en voyage officiel à Washington. Elle vient me voir au Sofitel, non pas de New York, mais de Washington, attention. Et là, elle me dit, Arnaud, parce qu'elle est très sympathique, Arnaud, ça t'intéresserait pas qu'on rachète Alstom? J'ai dit, tu rigoles ou quoi? On n'est pas à vendre, nous. Nous, on rachète. Non, 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 non. Et pendant ce temps-là, Cron me disait, je disais, alors, et votre actionnariat, comment vous allez faire? Et c'est quoi la suite de Bouygues? Et tatati, et tatata. Oh, vous inquiétez pas. J'ai dit, je vous ai fait faire une étude. J'ai mis le cabinet Roland Berger pour faire le tour des possibilités d'alliance dans le monde, parce qu'il fallait mieux anticiper. Il m'a dit, vous m'envoyez des stagiaires qui viennent me chercher les poux dans les poches. J'ai dit, écoutez, monsieur Cron, il faut me dire la vérité. Je suis votre gouvernement. Bon, le gars nous a menti de A à Z. C'est alors pour ça qu'à l'Assemblée nationale, quand j'ai été interrogé par un député de l'opposition, un ami de M. Guémard, certainement, il a dit « Comment se fait-il que vous malmeniez comme ça les dirigeants du CAC 40 grande entreprise ?» Je ne vais quand même pas me mettre à mettre des détecteurs de mensonges dans le bureau de chaque patron du CAC 40. On peut quand même avoir un peu de confiance dans une équipe de France. Bon, bref, un traître. Donc moi, personnellement, je lui ai enlevé sa Légion d'honneur. Voilà, ça vaut bien les délires de Depardieu à la télévision. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il n'y a aucune excuse de M. Depardieu. Ouais. Mais là, on a un peu excusé M. Cron, qui continue dans les... Il ne faut pas qu'il me croise. Hein. Je vais lui mettre mon poing dans la gueule à ce mec-là. Hein. Alors, donc, attendez. On a fait un truc. Là, cette fois, ils ont eu peur, les oiseaux, mes collègues. Ils se sont dit, bon, cette fois-ci, il va nous claquer sa démission, il va refaire le coup de Florange, donc on va lui donner quelque chose. C'est comme ça que Valls a convaincu Hollande de me donner le décret dit Montebourg, du 14 mai 2014, qui est un décret qui permet de contrôler tous les achats, toutes les acquisitions par des capitaux étrangers de nos entreprises stratégiques. Voilà, ça a été très bien fait. À l'époque, on disait la Commission européenne, le Conseil d'État. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a à faire? La France, c'est plus important que tout ça. Donc, débrouillez-vous. Et puis, finalement, ils ont trouvé ça très bien. Bon, alors, vous voyez, comme quoi, quand on veut, on y arrive. Et à ce moment-là, on utilise le décret. Je dis, ben, moi, j'ai un décret. Donc, évidemment, Immelt, il était déjà allé à Belfort voir ses futures troupes, serrer les paluches avec Cron, comme si c'était fait. J'ai dit, ah non, il y a un décret qui vient de paraître. Alors là, la dérivée a soudain changé de signe. J'ai vu des emails débarquer dans mon bureau en disant, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le ministre? Ah ben, je veux beaucoup. D'abord, je peux vous bloquer. Les Allemands nous font une proposition. Les Japonais nous font une proposition. On n'est pas certain de... Ah bon, d'accord. Alors, je savais que Hollande et Macron travaillaient contre moi. Puisque Macron avait dit, on n'est quand même pas au Venezuela, on va quand même pas bloquer tout ça. Souvenez-vous bien de ça. Il a dit ça. Je l'ai écrit dans le livre. C'est pour l'histoire. Hein. Je l'ai écrit, c'est pas pour moi. C'est parce qu'il fallait que ça reste écrit quelque part dans les archives, parce que ça reviendra, cette histoire. Donc, les gars, ils voulaient pas. Je leur ai dit, mais c'est moi qui signe. C'est pas vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que... parce que c'est pas le président qui signe. Il n'y a pas de contre-seing. C'est un arrêté du ministre. Quand il n'y a pas de contre-seing, vous n'allez pas au Conseil des ministres. C'est une organisation importante. Donc j'ai dit, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que nous continuions à coopérer? C'est une affaire très grave qui s'est produite là. Et là, le Premier ministre m'appelle, il me dit, on ne va pas refaire Florange, on va négocier une solution de repli, mais on reste unis. Alors, vous savez, vous avez quelques secondes pour répondre. Est-ce qu'on fracture
ou est-ce qu'on reste unis? J'ai dit, on reste unis, mais vous faites ma politique de repli. J'aurais dû dire, on bloque et je m'en vais. Mais ils auraient mis quelqu'un d'autre qui aurait débloqué derrière. Donc j'ai dit, on reste unis, mais vous m'écoutez. Et j'ai réussi à négocier quoi? J'ai dit à Immelt, donc la négociation avec Immelt a commencé, était infernale. Alors Immelt se foutait de ma gueule dans les négociations avec Cron, avec les cabinets d'avocats. Il disait, avez-vous encore quelque chose à demander, monsieur le ministre? Il faisait ça parce que j'en rajoutais à chaque fois. Donc j'ai fait des trucs un peu originaux sur cette affaire. Et c'est intéressant pour vous parce que ça fonctionne encore comme ça. J'ai dit, voilà, les turbines à gaz, c'est mort le gaz. Les turbines à charbon, c'est mort le charbon, au revoir. En plus, les turbines à gaz, c'est des trucs d'ABB, Suisse, ça ne marchait pas, c'est pas grave. En revanche, énergie renouvelable, réseau, grid et nucléaire, désolé, mais on veut garder la main. Donc j'avais découpé en rondelles l'accord. J'avais dit, bon ben, tout ce qui est antique et sur les énergies fossiles, on peut s'en débarrasser, c'est pas très grave. Mais, alors, il y avait l'hydraulique, numéro 1, on avait 25% du marché mondial des turbines hydrauliques, des barrages. C'est l'usine Nerpic à Grenoble. Les éoliennes. On avait les éoliennes offshore. On était concurrentiel sur les éoliennes offshore. On avait tout ça, toutes les turbines, mais qui n'étaient pas le gaz et le charbon. Alors, je leur ai dit, on va faire 3 co-entreprises. Où la France a 50-50, alors 51-49 selon, 49-51, avec un droit. Alors j'ai mis quand même 3 co-entreprises sur réseau, sur énergie renouvelable, donc il y avait quand même les barrages là-dedans, enfin l'hydraulique et les éoliennes, et le nucléaire. Alors sur le nucléaire, j'ai dit voilà, la co-entreprise est en France, le PDG est français, la majorité est à vous. Mais il y a un fonctionnaire de la DGE que je vais nommer qui a le droit de veto sur toute une liste de décisions. Les brevets, les trucs, les machins. Très important, ce que je suis en train de vous dire là. Et cette boîte, nous avons une option, on a un call pour la racheter. Hein, on a fait les puts et les calls sur tous les 3 boîtes. Okay, alors sur celle-là, sur le grid, etc., bon, sur celle-là, alors moi, après cette histoire, bon, ça a explosé au gouvernement. De toute façon, moi, je ne pouvais plus marquer des buts contre mon camp. Je ne peux pas passer ma vie à me battre contre le président, le Premier ministre. Voilà, donc je suis parti. Et mon successeur, un certain Macron Emmanuel, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il n'a jamais nommé le mec de la DGE dans la boîte, qui était chargé d'exercer le veto. On avait une golden share. J'avais dit, je veux la golden share. Une action qui vaut le contrôle, en fait. Il n'a jamais nommé. 2, son ministre d'économie, dès qu'il a été élu, lui-même, il a signé l'accord pour vendre les 3 co-entreprises. Il les a vendues. On aurait pu les garder. On ne serait pas aujourd'hui en train de racheter les turbines. Et les Américains nous disent, oui, mais on garde les brevets parce qu'on ne veut pas que vous vendiez aux Russes. Ah ouais, le génie stratégique. Je vends, je rachète, et je vends pas cher, je rachète plus cher avec moins que ce qu'il y a dans ce que j'avais vendu. Waouh, très fort. On est dirigé par des génies. Ouais. Donc voilà, non, franchement, il y a de quoi être furieux sur cette affaire. Et vous avez remarqué, je n'ai pas décoléré. Oui. Ouais. Vous voulez boire un peu d'eau? Vous voulez boire un peu d'eau? Non. À la France. Alors, j'en profite, donc comme vous l'avez dit, là, de toutes ces impérities du gouvernement et des fausses promesses, vous quittez la vie politique, vous quittez le poste de ministre et la vie politique. De plus, vous êtes battu pour, vous l'évoquiez tout à l'heure, un quoi qu'il en coûte à l'époque, une politique de relance économique, et Hollande prône l'austérité pour diminuer le chômage, ce qui ne marchera pas du tout. Donc c'est The End. La chanson des Doors. Ouais. C'est vrai, je vous tends une perche là. Oui, vous avez raison, c'est un très bon souvenir. Le Premier ministre me reçoit un certain Valls, de son prénom Manuel. Et en entrant dans son bureau, j'ai eu le désir, comme ça c'est venu tout seul, de lui chanter la chanson des Doors. This is the end, my friend. Et on s'est séparés avec le sourire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un soulagement.
Ouais. Je ne pouvais plus continuer à me battre tout seul. Et franchement, ils ont abandonné la France. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne leur adresse plus la parole. Bravo. Alors, c'est Vienne, mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Vous abandonnez la politique, vous devenez entrepreneur. Vous décidez de continuer le combat à la tête des équipes du Made in France. Alors, Arnaud, vous êtes avocat, donc je voudrais que vous me permettiez d'être l'avocat du diable pour cette première question. Pourquoi se battre encore pour le Made in France ? Finalement, le Made in China offre beaucoup d'avantages. Des vêtements pas chers, téléphone pas cher. Bientôt, on va acheter nos voitures électriques 20% moins chères que celles que produit Stellantis. Tout ça fabriqué dans la plus grande usine du monde, la Chine, la plus compétitive, celle qui a l'énergie la moins chère et la main-d'œuvre la moins chère. Alors finalement, ne vaut-il pas mieux, comme le prône l'économiste que vous connaissez bien, Jean-Marc Daniel, qui était à ce micro il y a 3 mois, investir notre argent dans des usines en Chine, aux États-Unis, plutôt qu'en France? Arrêtez d'inviter Jean-Marc Daniel, franchement. Faut le mettre à la retraite, ce gars-là, parce que... Non, mais je l'aime bien, mais franchement, il raconte n'importe quoi. D'abord, est-ce que vous voulez être libre? Bah oui. La France, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. D'abord, la liberté. Vous voulez être libre? Bah, il faut produire vous-même ce dont vous avez besoin, et pas acheter aux autres les produits des autres, les brevets des autres, la vie des autres. Vous voulez être l'esclave des Chinois? Ben continuez, faites du Daniel dans le texte. C'est ce qu'on finira par être. On veut être libre, on veut être fort, on veut être nous-mêmes, on veut choisir notre trajectoire, Alors, notre... On me dit dans l'oreillette qu'il faut que j'accélère. Ah, pardon. Excusez-moi. Juste quelques chiffres. Non, mais quelques chiffres. Là. Vous, on peut gagner 5 points de PIB en réindustrialisant. Juste le PIB, enfin, si je ne me trompe pas sur les chiffres, actuellement on est à 9-10%, on gagne 5 points, 15%, on est au niveau de l'Espagne. On recolle à l'Espagne. C'est-à-dire qu'on est loin de l'Allemagne, qui doit être à 26%. Et le programme n'est pas simple. Donc il faut relocaliser 50 à 70 milliards de chiffre d'affaires, 500 usines, 1 million d'emplois directs. Plutôt 800 à 1000. Bon, 800 à 1000 usines. Ah, vous voyez, ça fait 8 à 10 par département en 10 ans, donc Ouais. 2 par an en 10 ans. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse 30 milliards en plus de ce qu'on investit aujourd'hui dans l'industrie. On investit 90 milliards à peu près chaque année. Donc 30 milliards Et il faut faire non plus de la macroéconomie. C'est ce que je dis et je m'époumonne, je l'ai dit à monsieur... La macroéconomie Je m'époumonne à le dire à tous les ministres d'industrie qui se succèdent, comme autant de concierges de Bercy. Voilà, ça tourne. Même les concierges sont plus stables que les ministres de l'industrie. Alors, donc là, j'ai dit à monsieur Lescure, qui a mon estime, qui était un type très bien, très honnête, c'est déjà ça. Je lui ai dit, il faut évidemment faire de la microéconomie, c'est-à-dire prendre produit par produit et remettre à l'équilibre, pas à l'excédent. Je rappelle, la balance commerciale, on est à moins 100 milliards. Les Allemands sont à plus 170. Les Italiens, plus 65. Les Belges, plus 30. Il n'y a que nous. C'est tout. Pourquoi ? Donc, il faut reprendre l'agriculture. Alors, moi, j'ai fait faire une étude pour ma boîte, les équipes militantes, parce que, comme vous le savez, nous sommes passionnés par les questions agricoles. Alors, et j'ai monté plusieurs boîtes dans l'agriculture. Donc, il y a 10 produits stars. Donc j'ai fait de la micro ou de la mini-macroéconomie. Donc de la microéconomie quand même. C'est-à-dire que j'ai dit à tous les gars à qui j'ai commandé cette étude, vous me prenez les 10 produits stars consommés par les Français. Là-dedans, vous avez quand même les pâtes alimentaires. On produit le blé dur, mais on va faire les pâtes en Italie. Il faut le faire quand même. Les chips, les frites, on produit les pommes de terre, mais on les transforme et la valeur ajoutée, elle vient de Belgique. Donc les usines sont à la frontière, derrière la frontière en Belgique. Etc., etc. Donc, il y en a comme ça pour des milliards. 7 milliards, c'est les 10 produits, c'est 7 milliards de déficit. Sur 10 produits. Là-dedans, la fraise, la framboise, l'huile d'olive, des choses qu'on mange tous les jours, ou à peu près, le saumon, etc. Donc, comment on fait pour relocaliser la production agricole de ces 10 produits dans l'agroalimentaire ? Qui sont les opérateurs ? Combien ça coûte ? Quels sont les investissements qu'il faut qu'on mobilise pour se remettre
un niveau. Donc j'ai fait faire cette étude, 150 pages, on a bossé 9 mois, formidable. Ce que devrait faire France Agrimaire ou le ministre de l'Agriculture ou le ministre de l'Industrie dans tous les secteurs. Pas que dans le médicament. Dans le médicament, on importe, mesdames et messieurs, chaque année 10 milliards de médicaments alcaloïdes. Qu'est-ce que c'est le médicament alcaloïde? C'est ce qui permet d'endormir les gens avant de procéder à une opération chirurgicale. 10 milliards! Mais là, vous pouvez faire 5 usines avec 10 milliards de chiffre d'affaires. En plus, c'est acheté par les hôpitaux, donc on peut tout de suite faire. Donc, y a-t-il quelqu'un dans l'avion pour dire, tiens, on devrait s'y mettre, qui va le faire, quoi, comment? On a une industrie pharmaceutique, on a de quoi faire quand même en France. Bon, donc c'est ça qu'il faut faire de la microéconomie, il faut monter des boîtes. L'État ne sait pas le faire. Mais il y a des gens comme vous qui savez le faire. C'est pour ça que je suis venu parler ici. Parce que ça revient à dire, les entrepreneurs qui viennent avec des projets, il faut qu'on trouve de l'argent privé, de l'argent public, et de la commande publique, et des LOI de clients privés. Alors l'argent public, il y en a, 50 milliards sur la table. Macron a mis 50 milliards, il faut lui reconnaître ça. Très bien. Ouais. Très positif, merci. C'est dommage que ça parte dans... parce qu'ils n'ont pas assez de projets. Donc ça part beaucoup dans la décarbonation des grandes usines. Par exemple, Monsieur Mittal, toutes ces usines, il reçoit des milliards pour décarboner ces trucs, ces usines. C'est très bien, mais ça, ce n'est pas des investissements qui vont nous rétablir la balance commerciale. C'est bien pour la compétitivité ultérieure, hein, je ne suis pas négatif, mais l'équilibre doit être préservé. Donc il faut 30 milliards chaque année d'argent public. Alors l'argent public, il y a. Le privé. Argent privé, il n'y a pas. Ardian, par exemple, qui est le premier. Argent privé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fonds. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de fonds de growth industriel en France? Il n'y a pas. Ils font de la tech, ils font de je sais pas. Mais la tech, c'est pas de l'industrie. C'est des start-up de fils à papa qui ont eu le soutien de la BPI et qui vendent aux Américains ou aux Chinois. Je caricature, mais en fait, dans les comptes de la BPI, vous avez une surexposition sur la tech qui pèse 50% du portefeuille alors que ça pèse 7% de l'économie. Donc vous avez un problème dans l'insuffisance de l'économie réelle et de l'économie industrielle. Alors je suis très content que Nicolas Dufourcq ait écrit son livre sur la désindustrialisation de la France à lire d'urgence, parce que c'est une prise de conscience. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux collecteurs de l'assurance vie, sont nos fonds de pension. On dit qu'on n'a pas de fonds de pension, que nenni. Nous avons les fonds de pension que sont les 2500 milliards en stock de l'assurance vie, collectés par Allianz, AXA, Affaires, etc. C'est de l'argent défiscalisé, je le rappelle. Où est la contrepartie dans le financement patriotique de nos PME non cotées? Nulle part. Donc ils n'investissent pas dans l'économie française. Ils investissent un peu dans le côté, beaucoup dans les obligations, beaucoup publiques, les OAT, mais surtout internationales. Et vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif de M. Philippe Tibi, qui est un gars de chez eux, un énarque, qui parle qui est du monde de l'assurance, donc qui va les voir, qui leur dit bon, on fait comme avant, mais on va faire croire qu'on investit dans l'industrie. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'autorégulation. C'est aussi efficace que la régulation du salaire des patrons par le code AFEP-MEDEF. L'autorégulation. Vous demandez aux gens de changer leurs habitudes et ils disent qu'ils vont le faire. Donc non, ils font semblant de le faire. Donc, en fait, il faut réguler. Donc, une règle. La règle, c'est 10% de l'encours doit aller à l'industrie française. Ça va marcher. Commande publique. Vous avez 120 000 acheteurs en France. En Allemagne, vous en avez 3 000. Pourquoi? Parce que tout le monde achète dans son coin. Donc, tout le monde a peur du code pénal, de, je sais pas quoi, la patrouille, le ceci, le cela. Donc, il faut supprimer les systèmes d'achat décentralisés, les concentrer, avoir 5000 acheteurs. 5000 personnes pouvaient faire dans le Palais des Congrès, avec le ministre qui dit « Maintenant, vous achetez français, sinon, je vous vire ». Ça marche. Les Allemands, ils font ça. Donc, conséquence, essayez de gagner un appel d'offres avec vos boîtes en Allemagne. Bonne chance. Alors que chez nous, c'est la passoire. Hein. Nous, on sert, on fait des chèques au monde entier. Voilà. Même les Chinois, ils y arrivent. Ils ont quand même obtenu, sur le Grand Paris, il y a quand même les Chinois qui ont obtenu de nous vendre des trains. Mais je rêve. Moi, j'aurais été le gouvernement, je les aurais bloqués. Clac. Ils auraient pu faire tous les recours qu'ils voulaient. Non, vous voyez qu'on a un problème de patriotisme économique dans toutes les attitudes. C'est pour ça que je suis un militant.
parliez de combattant, n'exagérons pas, je n'ai pas d'AK-47 dans ma poche revolver, mais disons que je suis un militant du patriotisme économique, parce que ça n'est pas assez en cours. Voilà, et à l'ordre du jour. Pardon d'avoir été trop... Non, alors je voudrais quand même juste très rapidement, vous nous parliez d'un projet super qui s'appelle Alfeor. Alors Alfeor, c'est une entreprise que nous avons créée avec Otium Capital, qui est non pas un fonds d'investissement, mais un family office. C'est l'argent de M. Sterrin, qui a créé la Smartbox, qui est une entreprise qui est très profitable. Et il gère 1,5 milliard. Il a 1,5 milliard sous gestion. Et nous avons décidé de créer, de faire un build-up dans la sous-traitance équipementière du nucléaire. Pourquoi ? Vous avez les 3 grands donneurs d'ordre, EDF, Orano, Framatome. Et vous avez en dessous des milliers de PME qui ont subi l'hiver industriel du nucléaire pendant 15 ans. Disons Fukushima aujourd'hui, avec les annonces qui se succédaient, on arrête le nucléaire, on va mettre des éoliennes dans vos jardins, voilà. Jusqu'à il y a 2 ans, discours de Belfort du président de la République, il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis, merci, où il a dit non, finalement, on arrête de fermer les 14 réacteurs nucléaires, on a fermé Fessenheim, ça suffit, donc maintenant, on va en réouvrir. Ah, ouf, très bien. Donc, la filière, elle est épuisée. C'est les petites boîtes qui travaillent, qui ont été obligées de se diversifier dans l'aéronautique, le médical, parfois l'automobile, quand ils trouvaient des marchés. Mais c'est des entreprises qui n'ont plus de cash. Et aujourd'hui, on leur dit, bon, bah, va falloir doubler vos capacités de production. Va falloir acheter une machine 1 million. Et là, le gars dit, mais moi, j'ai pas de cash, la banque me prête pas, comment je vais faire? Donc, on a décidé de procéder à ce qu'a fait Noël Goutard avec Valeo dans les années 80. Il a pris le caoutchouc, le verre, le textile, le plastique, et il a fusionné tous ces métiers, et il a proposé aux constructeurs des sous-ensembles. Ben, c'est ce que nous faisons. Donc on prend la forge, la fonderie, l'emboutissage, la chaudronnerie, la robinetterie, la tubulure, l'usinage de haute précision, le contrôle destructif, et on rassemble des entreprises, on les achète. Alors là-dedans, on s'associe avec les entrepreneurs, hein, donc soit ils restent, soit ils partent, soit ils prennent leur retraite. Beaucoup restent avec nous parce qu'ils veulent participer à l'aventure, mais ils sont plus seuls. On prend le contrôle et on apporte l'excellence opérationnelle, l'export, le carnet de commandes, la relation avec les donneurs d'ordre, le back-office sur RH, finance, etc., avec des systèmes de mutualisation qui permettent d'améliorer. Vous faites ça tous les jours dans les boîtes que vous dirigez, que vous reprenez. Et notre objectif, alors là, on va annoncer quelques acquisitions au mois d'avril. Hein. Notre objectif, c'est de faire le Valeo du nucléaire, en fait. C'est-à-dire d'être le numéro 4, puisque là, il y en a 3 que je viens de citer, d'être le numéro 4, et d'être capable de faire monter la filière en compétences, en capacité de production et en qualité. Et donc, on va investir dans les boîtes qu'on rachète. Alors là, on fait tous les métiers. En ce moment, moi je passe ma vie dans les entreprises, dans les boîtes, à travailler avec les entrepreneurs. Je ne suis que le président. Alors, dans notre 5e République à nous, le président préside et le gouvernement gouverne vraiment. Hein, voilà. Donc moi je ne suis que le président et le gouvernement gouverne vraiment. Il y a un directeur général, nous avons embauché des personnes de très haut niveau. Et donc notre objectif c'est d'avoir 500 millions de chiffre d'affaires dans 5-6 ans. Voilà, c'est ça notre objectif. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être, peut-être pas. C'est notre travail en tout cas. Voilà. Bravo Arnaud Montebourg. Juste alors quelques mots. Peut-être il y a des entrepreneurs là. Il y a des entrepreneurs qui ont peut-être des projets, d'ailleurs, qui peuvent venir vous voir, hein, parce que vous accueillez les entrepreneurs qui... D'abord, message final. Oui. Il faut tous qu'on s'y mette. On va remonter le pays comme ça. Voilà, on peut se plaindre, le gouvernement, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il ne sera pas bien, il sera bien. OK. Vous êtes la pointe avancée de la capacité de faire. Voilà. Donc, les entrepreneurs, vous êtes capables de faire ça. Donc, il faut monter des boîtes. Voilà. Alors, moi, vous savez ce que je fais toute la journée? En plus, mes dimanches, mes samedis, il y a des gars qui m'appellent. C'est le hasard, hein, comme vous dans le métro. Bon, bah,
mais je lis les mails, j'essaie de répondre. On est 2, 3 dans ma boîte. Bon. Et on essaie d'aider à trouver de l'argent. Donc moi, je monte des systèmes de financement privés pour essayer d'aider les entrepreneurs à réussir leur projet. Quand il y a des boîtes en quenouille, j'essaie d'intervenir. D'ailleurs, souvent, on ne comprend pas ce que je fais là. Je dis, vous inquiétez pas, je ne demande rien, moi. Je le fais parce qu'il faut le faire. That's the duty. C'est le devoir de France. Voilà, donc vous prenez vos devoirs, faites un bout, et ensemble, on se met bout à bout, les uns avec les autres. Je vous assure, on va tout casser. Bravo, bravo Arnaud. Alors Arnaud, ne partez pas tout de suite parce que je pense qu'il va y avoir des questions-réponses quand même. Ouais, vous pouvez rester un peu avec nous. Ouais, 2 secondes. Merci beaucoup en tous les cas pour votre intervention. Je suis désolé, j'ai été un peu trash, cash. Non, moi j'avais peut-être, avant de te donner, Guillaume, la parole. Votre maman aura peut-être pas été trop contente. Si. Pour un aristo qui a supprimé sa particule. Non mais... ouais, c'est ça, ouais. Mais je trouvais quand même que un homme politique de votre trempe qui connaît aussi bien ces chiffres et qui finalement goûte au business, ça pourrait être un bon chef d'État aussi. Ah ben ça c'est fini, ça. J'ai essayé, mais personne. Moi je peux pas me présenter à toutes les élections qui passent. Moi j'ai donné, les amis. On n'aura pas de scoop aujourd'hui. Alors, Guillaume. Bonjour, Guillaume de Fedo. Je dirige depuis 15 ans des boîtes en difficulté pour essayer de les sauver. Et d'abord, je vous tire mon chapeau parce que vous avez été probablement le premier à créer les commissaires au redressement productif. J'en ai croisé pas mal. Donc, très sincèrement, bravo. J'ai une double question. Premièrement, j'étais à l'UGAP quand on a signé les Ford pour votre ministre Valls. Ça vous avait diablement énervé. Le droit européen ne nous autorisait pas à faire autre chose. Comment on fait quand le droit européen impose l'achat public et oblige d'ouvrir, alors qu'évidemment, il aurait fallu acheter des Peugeot, par exemple, mais Valls voulait ces voitures Ford. Donc l'achat public oblige d'ouvrir sur un schéma européen, alors qu'effectivement, l'achat public pourrait être guidé vers des entreprises françaises. Première question. Et deuxième question, j'ai bien aimé votre idée sur la filière nucléaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement ou le ministre, vous, vos successeurs, ne réfléchissaient pas davantage en filière et taille d'entreprise? Je rappelle, on a à peu près 5000 ETI en France, le double en Italie, le double en Allemagne, le double en Angleterre, et c'est un vrai sujet de finalement de création de valeur sur l'industrie en France. Alors, sur la commande publique, les juristes vous expliquent que le droit européen ne permet pas de le faire, mais moi qui suis juriste, je vous dis qu'on peut le faire. Si vous voulez, vous allez à Origine France Garantie, je suis membre du conseil d'administration, il y a un gars qui s'appelle Sébastien Topiac, qui était à l'UGAP. Lui, il a exactement la vision, il s'occupait des achats médicaux. Il a exactement la vision contraire à tout ce que les boniments qui vous racontent. Voilà. Donc, c'est pas vrai, on peut aujourd'hui faire de l'achat patriotique dans le droit européen, premièrement. Il suffit de mettre les bonnes clauses, d'avoir des juristes qui sont compétents. Voilà. Deuxièmement, les filières, oui, c'est vrai, Alfeor, c'est une ETI que nous voulons créer de toutes pièces. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse ça dans beaucoup de filières. J'ai une analyse de filière. Quand j'ai fait mes 34 plans industriels, parce que je n'ai pas fait que de l'entreprise en difficulté, j'ai aussi planifié et fait des plans industriels quand j'étais au gouvernement. Par exemple, il y en avait un que j'avais fait avec Renault et Peugeot, je reconnais quelques visages qui s'en souviennent ici, parce qu'ils étaient autour de la table, qui était le véhicule à 2 litres au 100. À l'époque, Ghosn m'avait prêté la première Zoé, la numéro 1, qui était formidable d'ailleurs, mais on n'en était pas encore au véhicule électrique et l'interdiction, à mon avis, sur laquelle l'Union européenne sera obligée de revenir, des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Et en vérité, mon idée était de dire, on met entre 5 et 6 litres au 100 en moyenne dans tous les réservoirs. Si on diminue entre 2,5 et 3, on économise pour le pays des fossiles, c'est bon pour l'écologie. Donc c'est une position pragmatique, raisonnable, intermédiaire et réalisable. Les constructeurs industriels, on n'a pas les moyens en termes de R&D de mettre 10 milliards, 5 milliards pour faire ça. Je dis, ne vous inquiétez pas, moi je vais les mettre. Donc on avait fait ce plan avec les 2 R&D, Renault et PSA, et franchement,
C'était l'idée qu'il fallait poursuivre. Alors, mon honorable successeur a abandonné tous ses plans. Je le regrette. Il y en avait un, il y en avait 34. Hein, et il y en avait un sur le cloud souverain. Il y avait Breton d'Atos et Klaba de OVH. Vous voyez, on avait des idées à l'époque. Bon, mais ça ne s'est pas fait. Donc maintenant, on est chez Microsoft. Voilà. Bon. Oui, etc. Enfin, voilà. Donc, on peut le faire. Et il y a des gens qui pensent qui ont... Monsieur Sébastien Taupiac, T-A-U-P-I-A-C. Eh ben alors. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur le ministre, Arnaud, si je peux me permettre, merci beaucoup pour ce que vous nous avez décrit et la passion concernant l'industrie que vous avez dans votre discours et dans les faits. Moi, j'ai une question sur l'industrie automobile dont vous venez de parler. Aujourd'hui, une voiture sur 3 est produite en Asie. On rappelait tout à l'heure moins 20% les prix des ventes. Et sur une filière qui est très importante pour l'Europe en général, la communauté européenne, plutôt que aider et sauvegarder le savoir-faire qu'on a, met des bâtons. Vous avez rappelé pour 2035 le problème de la décarbonisation. Comment vous voyez ça? Parce que quelquefois, être entrepreneur, c'est important, mais aussi la politique et l'Europe doit aider à faire, plutôt qu'à mettre des barrières. Voilà. Quel est votre point sur ça? Si on continue cette politique, fin du moteur thermique, véhicules électriques, les batteries sont détenues, puisque c'est 40% de la valeur du véhicule, par les Asiatiques et donc les Chinois. Nous n'accédons pas aux minerais, malgré les gigafactories. Ce ne sont pas nos brevets. Là aussi, j'avais fait un plan sur le brevet avec le CEA, sur le brevet de la batterie. On aurait des batteries aujourd'hui françaises. Hein. Eh bien, ça, c'est sûr qu'on est mort. Donc, il y a deux solutions. Soit on revient sur l'interdiction du moteur thermique. Une autre solution qui est complémentaire à la première, c'est on met des barrières protectionnistes contre les véhicules chinois. Franchement, ça ne me fera pas... Les Allemands sont en train de perdre leur industrie automobile en Chine, donc ils vont peut-être maintenant commencer à s'y mettre. On a tous expérience des panneaux photovoltaïques. Les Américains ont mis des barrières, des mesures protectionnistes. C'était Obama à l'époque et Bush. Bush, avant Obama, c'était... oui, c'est ça, oui. Et donc, toute cette politique-là, les Américains, ils ont gardé leur industrie. Nous, on a perdu l'industrie française, l'industrie allemande, l'industrie espagnole, l'industrie italienne sur le panneau photovoltaïque. Donc on le sait, on va perdre l'industrie automobile dans les 4 pays. Voilà. Alors donc il faut un protectionnisme climatique de bonne aloi. Donc il faut leur coller des droits de douane sur tous les véhicules et puis voilà. Alors il y a des mesures de rétorsion, mais enfin personnellement, moi ça me gêne pas. On fait tous les ans un chèque de 30 milliards depuis 20 ans aux Chinois en leur achetant les produits. Donc les mesures de rétorsion, ça ne marche pas sur nous. Ça marcherait sur les Allemands, parce qu'ils leur vendent des voitures. Mais là, ils n'en vendent plus, c'est fini, ils se sont fait sortir. Donc on va commencer à discuter. Mais comme vous le savez, l'Europe est une immense paralytique. Donc pour prendre des décisions, à la Saint-Glinglin, ils sont très forts. Donc on attend comme Godot. J'ai une dernière question. Alors ça remonte un peu dans le temps, mais vous avez parlé de l'avenir également. Qui a trouvé ce terme un peu stalinien de redressement productif? Alors, il y avait un humoriste qui s'est moqué de moi pendant longtemps, qui s'appelait Nicolas Canteloup, qui a dit que j'étais le ministre du dressement reproductif. Alors là, j'ai commencé à pâlir. Et donc, en vérité, je suis obligé de vous dire la vérité, ce n'est pas moi l'auteur de cette trouvaille, mais c'est un certain Hollande François. Merci d'avoir répondu avec tant de franchise. On peut vous applaudir très fort. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous en bas pour boire un café, un jus d'orange et dédicacer votre livre. En bas. Ah bah oui, en bas, ouais, on redescend pour boire un café.
Alors justement, tiens, ben voilà, ça me fait une très bonne transition. Vous l'avez vu, tout est gratuit chez nous. Écouter un ancien ministre, c'est gratuit. Boire le café, c'est gratuit. Boire, et vous connaissez le slogan, c'est quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et comment vous allez être le produit aujourd'hui ? Eh ben, c'est qu'il y a un post qui vient de sortir il y a une demi-heure environ, Delville Management, ou Patrick Abadie, ça doit être. Voilà, et avec une photo de l'événement. Alors, je veux bien que vous le likiez, comme ça va refaire 20 000 vues, et comme ça nous fait beaucoup de publicité gratuite. Et vous pouvez faire la même chose d'ailleurs sur Google, je ne sais plus comment ça s'appelle, en donnant un avis super positif sur ce qu'on fait, si vous le pensez. Hein. Merci de votre aide. Et enfin, je vous rappelle que le Club Delville, avant tout, c'est la convivialité. Et donc, je veux voir personne tout seul en train de boire son café dans son coin. Voilà. Et si vous ne savez pas comment faire, vous faites comme moi, comme Christophe Caro dans le RERB. Vous faites « Bonjour monsieur, nous n'avons pas été présentés. Moi, je m'appelle Christophe Caro. » Voilà comment il faut faire. Hein ? Allez, merci. Merci à tous.